Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver. Vous êtes bien sur Croisée des chemins. Dans un contexte de censure grandissant, je vous rappelle que vous avez à disposition un petit lien dans la description de la vidéo qui vous permet de renseigner votre mail et nous permet de rester en contact en toute liberté malgré la censure. Commençons à présent avec les nouvelles du jour. Emmanuel Macron et Joe Biden ont constaté une grande convergence de vues sur les grands dossiers internationaux, en particulier pour lutter contre le Covid dans le cadre de l'OMS et sur le climat, après le retour des États-Unis dans l'accord de Paris, a indiqué notamment dimanche l'Élysée. Pour leur premier entretien téléphonique depuis l'entrée en fonction du président américain, les deux chefs d'État ont également acté leur volonté d'agir ensemble pour la paix au Proche et Moyen-Orient, en particulier sur le dossier nucléaire iranien, a précisé le président dans un communiqué. De son côté, la Maison-Blanche a indiqué que Joe Biden avait affirmé à Emmanuel Macron son désir de renforcer les liens bilatéraux avec la France, notre allié le plus ancien, mais aussi la relation transatlantique par le biais de l'OTAN et le partenaire des États-Unis avec l'Union européenne. Emmanuel Macron avait salué mercredi, jour de l'investiture de Joe Biden, la décision de Washington de réintégrer l'accord de Paris sur le climat et l'Organisation mondiale de la santé, signalant son retour dans les institutions multilatérales après 4 années d'unilatéralisme forcené sous la présidence de Donald Trump. Les deux dirigeants se sont accordés sur la nécessité de se coordonner sur les défis communs, comme le changement climatique, le Covid-19 et le rétablissement de l'économie mondiale, selon le communiqué de la Maison-Blanche. Ils se sont aussi mis d'accord pour travailler ensemble sur les priorités partagées en politique étrangère, notamment sur la Chine, le Moyen-Orient, la Russie et le Sahel. Sans transition, rien ne va plus entre Google et l'Australie. À l'origine de ce désaccord, une loi prévoyant de faire payer Google et Facebook qui diffusent gratuitement les articles de presse australiens sur leur plateforme et récupèrent des revenus publicitaires grâce à ce partage. Le problème est finalement un peu le même partout dans le monde et notamment en Europe. En retour, Google menace de suspendre l'accès à son moteur de recherche pour les Australiens. Une menace directe et très claire. En effet, invité à s'exprimer devant le Sénat australien au sujet du projet de loi visant à obliger Google à payer les éditeurs de presse du pays, Mel Silva, la vice-présidente de l'entreprise en Australie et en Nouvelle-Zélande, n'a pas fait mystère de ses intentions. Elle a dit, je cite, « Si cette version du texte devenait loi, elle ne nous laisserait pas d'autre choix que de cesser de rendre Google Search disponible en Australie. » Nous avons dû conclure, après avoir examiné la législation en détail, que nous ne voyons pas de moyens, avec les risques financiers et opérationnels, que nous puissions continuer à offrir un service en Australie. Le Premier ministre Scott Morrison n'a d'ailleurs pas tardé à réagir à l'ultimatum de l'entreprise en disant « Nous ne répondons pas aux menaces. L'Australie établit des règles pour ce que vous pouvez faire en Australie. Cela se passe dans notre Parlement, c'est proposé par notre gouvernement et c'est ainsi que les choses fonctionnent ici en Australie. » Ajoutant « C'est l'Australie qui fait les règles quant à ce qui peut être fait en Australie. Les gens qui sont prêts à travailler dans ce cadre en Australie sont les bienvenus, mais nous ne nous plions pas devant les menaces. » Fin de citation. Twitter, quant à lui, a déclaré vendredi qu'il avait suspendu le compte du leader iranien, ceci après que le compte ait publié une photo de Trump jouant au golf à l'ombre d'un drone. Un message a été intercepté du leader iranien en décembre disant « La vengeance est certaine » suite à la mort du général iranien de haut rang Qasem Soleimani par un drone américain. YouTube poursuit les censures. Cette fois, il a supprimé des milliers de « je n'aime pas » des vidéos de la chaîne officielle de la Maison-Blanche du président Joe Biden. L'entreprise a dit que cela faisait partie
de ses efforts habituels de supprimer les opinions qu'elle considère comme non authentiques. Les gens de la plateforme ont remarqué que les « je n'aime pas » ont disparu par milliers de plusieurs vidéos de la Maison-Blanche et ont commencé à afficher des captures d'écran avant et après sur les médias sociaux, peu après que le nouveau gouvernement de Biden ait repris la chaîne et publié les premières vidéos. Les captures d'écran indiquent qu'au moins 16 000 « je n'aime pas » au total ont été supprimées d'au moins 3 vidéos. Même après les ajustements, les 5 vidéos de la chaîne avaient ensemble environ 14 000 j'aime contre près de 60 000 « je n'aime pas ». Et ce, à 15h30 le 21 janvier. En réponse à une capture d'écran de l'une des vidéos, YouTube a dit qu'elle surveillait les opinions sur le site pour détecter et supprimer les activités qu'elle considérait comme du spam, afin que seules les opinions qu'elle considère comme organiques demeurent. Le mécanisme a fonctionné comme prévu dans le cas de la vidéo de Joe Biden, a dit la société. En fait, on ne sait pas très bien comment YouTube distingue une opinion authentique d'une opinion non authentique. L'entreprise n'a pas répondu non plus à une demande de précision. YouTube et son propriétaire Google sont depuis longtemps accusés de partialité politique. Les entreprises ont souligné que leurs produits sont développés et gérés comme étant politiquement neutres, mais les comptes employés et les fuites de documents internes indiquent que les entreprises infusent effectivement leur politique dans leurs produits. Google a fait basculer des millions de votes lors de l'élection présidentielle du 3 novembre 2020 en faisant la promotion de son programme politique à ses utilisateurs, selon le psychologue Robert Epstein. Il a réuni une équipe de plus de 700 électeurs pour surveiller les résultats qu'il recevait des réseaux tels que les résultats de moteurs de recherche, les rappels, les suggestions de recherche et les flux d'informations avant l'élection. MeWe, une application de réseau social qui met l'accent sur la protection de la vie privée, a connu une très forte augmentation des téléchargements ces dernières semaines au milieu d'une répression et des comptes des utilisateurs sur les médias sociaux. Jeudi, le porte-parole de MeWe, David Weinstein, a déclaré à la chaîne de télévision Fox Business: « Des gens du monde entier quittent Facebook et Twitter en masse parce qu'ils en ont assez des violations incessantes de leur vie privée, du capitalisme de surveillance, des préjugés politiques, du ciblage et de la manipulation des flux d'informations par ces entreprises. MeWe résout ces problèmes, dit-il. » MeWe a enregistré environ 2,5 millions de nouveaux utilisateurs la semaine dernière, ce qui porte le nombre total d'utilisateurs à 16 millions. Il a dit que MeWe est le média social anti-Facebook et le nouveau réseau social grand public avec toutes les fonctionnalités que les gens aiment. Pas de publicité, pas de ciblage, pas de manipulation dans le flux des nouvelles et pas de mensonges. Fin de citation. En juin 2020, la société a déclaré qu'elle comptait environ 8 millions d'utilisateurs. Lors de l'élection de novembre 2020, MeWe, Gab et Parler ont vu leur nombre d'utilisateurs augmenter alors que ces derniers appréhendaient que Twitter, Facebook, Google et d'autres grandes entreprises technologiques ne fassent taire la dissidence et la liberté d'expression. Parler pendant ce temps a été expulsé de Google et des services d'application d'Apple avant qu'Amazon Web Services ne retire la société de sa plateforme d'hébergement, forçant ainsi Parler à trouver des alternatives. Les applications de messagerie Signal et Telegram ont également connu une augmentation du trafic. Dans le même temps, le site de recherche DuckDuckGo, axé sur la protection de la vie privée, a déclaré que son trafic de recherche avait aussi augmenté d'environ 62% ces dernières semaines. Les utilisateurs recherchant une alternative à Google, Yahoo ou Bing. Le site alternatif Start Page de Google a également connu une augmentation de son trafic. Les gens viennent nous voir parce qu'ils veulent plus de respect de la vie privée et cela se propage généralement par le bouche à oreille, a déclaré aux médias la semaine dernière Camille Bazbaz, vice-président de la communication de DuckDuckGo.
Les gens cherchent des alternatives au modèle commercial de la technologie de surveillance. Autre sujet à présent, quelles sont les nouvelles de Donald Trump? Quels sont ses projets pour l'avenir? Jason Miller, conseiller de Trump, explique à Just the News que l'ancien président Trump a plusieurs objectifs pour les 2 prochaines années. L'un de ses principaux objectifs est de reconquérir le Sénat et la Chambre des Républicains lors des élections de mi-mandat de 2022. Il s'agit de mettre fin à ce qu'il appelle, je cite, la folie démocratique. Le Parti démocrate détient actuellement la majorité à la Chambre et au Sénat. Miller révèle également que Trump prévoit d'être le leader national en matière d'intégrité des électeurs. Il déclare qu'une grande partie du débat sur les allégations de fraude électorale était centrée sur les abus de l'acte 2 de l'article 2 de la Constitution qui accorde aux législatures des États le pouvoir de traiter de nombreux aspects des élections. Miller attend que M. Trump, qui travaille en étroite collaboration avec les assemblées législatives des États pour garantir l'intégrité des élections. Il ajoute que Trump commencera après une période de transition, mais comme les démocrates contrôlent à la fois le Congrès et la Maison-Blanche, Miller ne pense pas que Washington abordera la question de l'intégrité des élections. Bien que M. Trump n'ait pas dit qu'il se présentera à nouveau à la présidence en 2024, il a déclaré à ses partisans avant de quitter ses fonctions mercredi, je cite, « Nous serons de retour sous une forme ou sous une autre ». Il a également déclaré dans sa vidéo d'adieu mardi que, je cite, « Le mouvement que nous avons lancé ne fait que commencer ». Le même jour, Miller a tweeté une photo de la Maison-Blanche avec une légende qui dit « Jusqu'en 2025 ». Juste avant de quitter ses fonctions, M. Trump a ajouté des dizaines de nouveaux éléments à la liste des héros américains qui seront honorés dans un jardin national. Cela fait partie de sa création du Jardin national des héros américains. Trump l'a annoncé juste avant la fête de l'indépendance, alors qu'il était au Mont Rushmore. Il a déclaré à l'époque qu'il avait signé un décret pour créer un vaste parc en plein air avec des statues de grands Américains pour honorer ceux qui sont venus avant et inspirer la prochaine génération. Il a déclaré, je cite, « Allons de l'avant, unis dans notre objectif et dévoués dans notre résolution », a ajouté le président. Il a poursuivi « Nous allons élever la prochaine génération de patriotes américains, nous allons écrire le prochain chapitre passionnant de l'aventure américaine et nous allons apprendre à nos enfants à savoir qu'ils vivent dans un pays de légende, que rien ne peut les arrêter et que personne ne peut les retenir. Ils sauront qu'en Amérique, on peut tout faire, tout être et qu'ensemble, nous pouvons tout réaliser. » L'ordonnance modifiée inclut des dizaines de nouvelles personnes que M. Trump a nommées en héros. Parmi eux, l'astronaute Neil Armstrong, le chanteur-compositeur Woody Guthrie, la juge de la Cour suprême Ruth Bader Ginsburg et l'animateur Jeopardy Alex Trebek. L'ordonnance stipule que le site doit être ouvert au public avant le 4 juillet 2026, date du 250e anniversaire de la proclamation de la Déclaration d'indépendance. Le texte de l'arrêté stipule que la statue ou l'œuvre d'art doit également être une représentation vivante ou réaliste de l'individu représenté et non une représentation abstraite ou moderniste. Si nous examinons l'architecture de Washington, nous constatons que de nombreux bâtiments sont créés dans un style classique. Pourquoi en est-il ainsi? Michael Curtis écrit dans Classical Architecture and Monuments of Washington, History and Guide, les bâtiments fidèles aux principes fondateurs de la nation sont beaux, festifs ou solennels, appropriés à l'humanité, adaptés aux vicissitudes requises du citoyen, qui contrastent avec les bâtiments qui suivent le progressisme scientifique qui confronte l'humanité à une opposition. Curtis montre l'importance de la façon dont la conception d'un bâtiment peut informer et inspirer ses occupants. Par exemple,
la Cour suprême des États-Unis est basée sur une basilique romaine, probablement le Panthéon. Pour entrer dans le bâtiment de la cour, les visiteurs doivent d'abord monter un certain nombre de marches, qui sont flanquées au sommet par les statues de l'autorité de la loi et de la contemplation de la justice. Ensuite, les visiteurs marchent entre de hautes colonnes au sommet desquelles se trouve un fronton avec des reliefs sculptés représentant la liberté, l'ordre, l'autorité. Curtis dit « Nous sommes censés ressentir la majesté de la loi et c'est ce que nous faisons ». Les anciens bâtiments publics grecs et romains étaient conçus pour être robustes et utiles, mais aussi pour embellir les espaces publics et inspirer la fierté civique. Tout au long du Moyen Âge et de la Renaissance, l'architecture publique a continué à servir ces objectifs. Les pères fondateurs se sont inspirés de la Grèce antique, dans l'espoir de construire une grande nation de vertu. Ils voulaient que les bâtiments publics américains inspirent le peuple américain et encouragent la vertu civique. Le président George Washington et le secrétaire d'État Thomas Jefferson ont consciemment modelé les bâtiments les plus importants de Washington sur l'architecture classique d'Athènes et de la Rome antique. Ils ont cherché à utiliser l'architecture classique pour relier visuellement notre République contemporaine aux antécédents de la démocratie dans l'Antiquité classique, en rappelant aux citoyens non seulement leurs droits, mais aussi leurs responsabilités dans le maintien et la préservation de ces institutions. Dans les années 1950, le gouvernement fédéral a largement remplacé les conceptions traditionnelles des nouvelles constructions par des conceptions modernistes. Cette pratique est devenue une politique officielle après que le comité ad hoc sur les locaux fédéraux a proposé ce que l'on appelle les principes directeurs pour l'architecture fédérale en 1962. En fait, ces principes directeurs décourageaient implicitement les conceptions classiques et autres conceptions traditionnelles connues pour leur beauté, déclarant à la place que le gouvernement devait utiliser des conceptions contemporaines. Ainsi, on peut citer comme exemple le département du travail, le département de l'éducation, le département de la santé et des services sociaux, le département du FBI. Ils semblent tous se ressembler de façon frappante et ressemblent à des blocs de béton, ce qui rappelle le style moderniste et brutal des années 70 et 80. Certains côtés n'ont même pas de fenêtres. Alors pourquoi Trump a-t-il voulu créer un jardin de statues en l'honneur des héros américains? Dans le décret, Trump a cité la récente vague de renversement de statues et d'actes de vandalisme qui ont eu lieu dans tout le pays au milieu des protestations qui ont suivi la mort de George Floyd. Trump a déclaré dans son ordre que détruire un monument, c'est profaner notre héritage commun. Ces dernières semaines, dit-il, au milieu des protestations à travers l'Amérique, de nombreux monuments ont été vandalisés ou détruits, ajoutant « Certaines collectivités locales ont réagi en démolissant leurs monuments ». Il a noté que les monuments à des personnes clés de l'histoire américaine, Christophe Colomb, George Washington, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, Francis Scott Key, Ulysse Grant, ainsi que des monuments et des dirigeants du mouvement abolitionniste, le premier régiment afro-américain entièrement bénévole de l'armée de l'Union pendant la guerre civile et des soldats américains tués pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, ont été détruits, vandalisés ou enlevés. Il a déclaré « Ces statues ne sont pas seulement les nôtres pour être jetées au gré de ceux qui sont enflammés par les passions politiques à la mode. Elles appartiennent aux générations qui nous ont précédés et aux générations qui ne sont pas encore nées. » Ajoutant que son administration ne supportera pas une attaque contre notre mémoire nationale collective. Face à de tels actes de destruction, il est de notre responsabilité en tant qu'Américains de nous opposer fermement à cette violence et de transmettre pacifiquement notre grande histoire nationale aux générations futures par le biais de monuments nouvellement commandés aux héros américains.
Il a souligné l'importance de la construction de monuments et le but de son décret en disant « L'Amérique doit sa grandeur actuelle à ses sacrifices passés, parce que le passé risque toujours d'être oublié. Les monuments seront toujours nécessaires pour honorer ceux qui l'ont précédé. » Il a déclaré « Ces statues sont les maîtres silencieux sous forme solide de pierre et de métal. Elles préservent la mémoire de notre histoire américaine et suscitent en nous un esprit de responsabilité pour les chapitres encore non écrits. » Voilà, Croisée des chemins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre écoute et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Je vous dis à demain, prenez soin de vous. Au revoir.